durant sa présentation. Alors, aujourd'hui, dans cette campagne, ce jour choisi, fait en sorte que, hier soir, nous étions à Nice, premier meeting à la suite des sondages, qui ne sont pas très agréables. Mais il est important de rappeler qu'il y avait du monde, que les positions politiques de notre chef de file sont claires, nettes et précises. Et aujourd'hui, le hasard faisant ainsi les choses, nous pouvons voir la position d'un certain nombre, soit de médias, qui s'inquiètent de la montée du Front National, soit de M. Gattaz, qui est président du MEDEF, soit bien sûr des responsables locaux. En ce qui concerne le département des Bouches-du-Rhône, nous avons souhaité avoir un représentant du patronat, vice-président de l'Union patronale, je salue M. Chauvin, ancien président du PLE qui est ici, et nous avons travaillé avec eux pour faire en sorte qu'il y ait une logique de développement, bien sûr, pour les petites entreprises, bien sûr pour les commerces, bien sûr pour les TPE, les PME, et ceci dans la vision de développement du territoire, et aussi, bien sûr, pour les grandes entreprises. Un projet stratégique mis en place, et je vais tout de suite céder la parole à Christian qui va la présenter. Ce n'est jamais que l'addition de beaucoup de bon sens, bâti autour de l'expérience, d'un réel savoir-faire et d'une très grande détermination politique. Ce chapeau étant présenté, je tiens à vous dire aussi que c'est un grand plaisir de faire campagne à côté de Christian Estrosi. Au-delà du fait qu'il a su fédérer nos différentes familles politiques, que ce soit les Républicains, l'UDI, le MoDem, il a su fédérer autour de lui la totalité des responsables politiques de ces 5 présidents de département sur 6. Il a insufflé son dynamisme naturel, il a parcouru toute cette région en long, en large, en travers. Il la connaît par cœur, du plus haut du sommet des Alpes, comme il aime le rappeler, jusqu'au littoral. Il connaît les hommes et les femmes qui le composent. Et je pense que cet homme qui est né ici, qui travaille ici, qui a grandi ici, qui a une vision de développement de cette région, après l'avoir eu pour son département et sa métropole, est nécessaire pour la suite. Pourquoi c'est nécessaire pour la suite? Parce que l'aventure, parce que nous nous retrouvons dans une situation un peu toujours très compliquée, bien entendu. Nous avons la gauche qui s'écroule, un président de la République qui est chef, enfin qui respecte bien entendu la Ve République et qui est en tout cas chef d'État, et donc nous respecterons tant que tel. Mais pour autant, on voit bien que la politique nationale, comme la politique locale, n'est pas en position de pouvoir garder cette région. Donc, c'est à nous de la prendre dans les meilleures conditions. Vous savez quelle est ma posture, ma position, qui a toujours été la même, invariablement. Une culture de gaulliste. Je suis un ex-RPR, j'aime mon pays. Ma famille a été déportée, je suis médecin. Je travaille ici, j'emploie plus de 500 personnes. J'aime la politique fondamentalement, je suis un député européen. Et bien, toute cette démarche, cette détermination ne peut que servir de façon très efficace la région, et pas une aventure qui, à mon avis, sera un vrai désastre. En attendant, mon cher Christian, merci pour ta présence, merci pour ce combat, et bienvenue dans les Bouches-du-Rhône et bienvenue dans ta région. Merci, cher Renaud, pour ces mots d'accueil, toi qui conduis notre liste ici dans ce département des Bouches-du-Rhône. Et merci à toutes celles et tous ceux qui incarnent la puissance et la force de ce territoire. Car, comme je le répondais à une question qui avait été posée par quelques médias tout à l'heure, voilà, les hommes politiques, les femmes politiques, souvent ont des querelles. Ce sont des querelles partisanes, ce sont même quelquefois des querelles à l'intérieur de leurs propres appareils politiques, où on se chamaille pour les limites d'une intercommunalité d'ici et de là-bas, qui paraissent être des enjeux de pouvoir et qui pour moi sont des enjeux bien dérisoires. Parce que lorsque je vois, après avoir été ministre de l'aménagement du territoire et ministre de l'industrie, que tout simplement l'activité qui est la vôtre n'a pas de frontières, et que si je regarde les 9 pôles de compétitivité et en y ajoutant
ITER à Cadarache que j'ai installé dans cette région. ITER, c'est le monde entier, c'est la Russie, c'est les États-Unis, c'est le Japon, c'est la Chine, c'est l'Inde, c'est l'Australie. Et à l'intérieur de la région, ITER se trouve bien évidemment au carrefour du Vaucluse, des Bouches-du-Rhône et des Alpes de Haute-Provence, mais n'en demeure pas moins aujourd'hui accompagné par les Alpes-Maritimes, par le Var et par toutes les intercommunalités, y compris la métropole de Nice-Côte d'Azur, parce que nous avons la chance d'avoir dans notre région le réacteur expérimental à fusion nucléaire qui pourrait d'ici 20 ans apporter la solution aux problèmes d'énergie à la planète tout entière. C'est un combat qu'a mené la France et l'ensemble de nos partenaires internationaux ont fini par admettre que ce soit nous. Et c'est lorsque j'étais en situation que je l'ai installé ici et pas ailleurs. Et donc, dans cette compétition où le pôle solutions communicantes sécurisées peut avoir son siège à Sofia, mais en même temps avoir à Gap sur le site de Micropolis, l'entreprise ARD pour les cartes à puce qui sécurise les accès, ou avoir sur le pôle du Rousset un grand nombre de PME qui sont décloisonnés avec les universités d'Aix-Marseille et de Nice-Sophia Antipolis. Si vous prenez le pôle risque et le pôle Pégase, l'un étant à Toulon et l'autre implanté à Marignane, mais où l'on sait que si on ne les fusionne pas tous les deux, dans le domaine de l'aéronautique ou de l'industrie nautique militaire, avec nos sous-marins nucléaires notamment, et aussi les risques sur lesquels on travaille, que ce soit les mammifères marins que nous avons à protéger, des intersections avec les unités nautiques, ou que ce soit contre les risques de mouvements marins, tsunamis et autres, eh bien nous savons que c'est la grande région Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées qui demain l'emportera dans cette compétition. Je prends ces deux exemples parce que ce dont il s'agit dans cette élection régionale, c'est de cela et de rien d'autre. Alors au moment où je m'adresse à vous, nous nous adressons, et je m'adresse, comme je le disais hier soir, dans ce meeting qui réunissait près de 3000 personnes à Nice, au passage, pour ceux qui auraient des doutes, en ne se contentant que de lire la courbe des sondages, on a mis tout l'appareil du Front National vendredi dernier à Nice, pour la seule fois de cette campagne, et la dernière fois de cette campagne, tout à Nice. Sans doute parce qu'on considère que c'était chez moi qu'il fallait barrer la route, au seul qui pouvait barrer la route peut-être à un succès du Front National. Et en même temps, alors que les médias de la France entière, et je vous remercie d'être là ce matin, étaient présents pour dire que les Le Pen avaient fait un tabac à Nice, n'étaient pas là hier soir, pour voir que nous étions 3 fois plus, 4 jours plus tard. Donc, nous voyons bien qu'il y a une image, et puis qu'il y a la réalité des faits. Et puis l'autre réalité des faits, c'est que nous ne menons pas cette fin de campagne comme toutes les fins de campagne. Renaud l'a parfaitement résumé. Nous avons le cœur lourd, nous avons nos larmes qui n'ont pas fini de sécher. Il y a tous les jours le regard de ces familles, là où je me trouvais avec elles dans la cour des Invalides vendredi matin, que nous avons au fond de nous-mêmes, et une campagne électorale peut devenir bien dérisoire. Mais dès l'instant que le président de la République, et je lui donne raison, même si ça sert telle ou telle cause, a maintenu l'échéance électorale là où je pouvais se dire, est-ce qu'il ne vaut pas mieux reporter ce débat à un moment plus apaisé? En même temps, il nous dit ça restera le 6 et le 13 décembre. Eh bien, c'est une conviction partagée, que l'on perde ou que l'on gagne, parce que avoir bougé le calendrier électoral pour moi aurait signifié tout simplement que la France aurait reculé, que c'était l'État islamique, que c'était Daesh qui aurait réussi à faire plier notre démocratie et nos piliers institutionnels, et qui aurait réussi à empêcher les Françaises et les Français d'aller devant les urnes au rendez-vous et à la date du rendez-vous qui leur avait été fixé. Alors, bien évidemment, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué, et je dois dire même que pour moi,
qui ai la chance d'appartenir à une génération qui n'a pas connu la guerre, de me retrouver dans la situation d'un responsable politique qui est obligé de faire campagne pour la première fois en étant en guerre, eh bien, au fond de moi, je me dis, cette campagne ne peut pas se mener en temps de guerre comme elle se mène en temps de paix. Et en même temps, tous les acteurs économiques de ma région ont un rôle à jouer pour que ce temps de guerre fasse que nous ne soyons pas plus malheureux dans notre pays, avec un tissu économique qui subirait les conséquences de la guerre. Nous devons concentrer aux côtés du chef de l'État, aux côtés du gouvernement, tous nos efforts pour abattre l'ennemi. Ça a un coût. C'est le rôle aussi de la collectivité d'être solidaire. Et en même temps, nous ne pouvons pas être privés du débat de controverse sur une vision économique et sur une vision sociale où beaucoup de choses nous séparent. Nous séparent tant de ceux qui administrent la région depuis 18 ans que de ceux qui gouvernent notre pays depuis 3 ans et demi. Et je ne veux pas confondre les deux. Solidarité pour cette action que nous avons à mener aux côtés du gouvernement et de l'État pour gagner cette guerre, mais en même temps, liberté de débat. Nous n'appartenons pas à un parti unique, sans ça ce serait le début de la dictature, qui doit nous priver d'apporter des propositions qui sont les nôtres. Quelquefois on me dit, vous avez changé. Et mon programme imprimé depuis le 7 octobre est le même, que je sache. Et le 7 octobre, il y avait, puisque je ne dirais qu'un mot, mais ça contribue à l'industrie aussi, à la production industrielle, des portiques de sécurité dans les gares. Et je ne savais pas qu'il se passerait ce qu'il s'est passé le 13 novembre, mais je savais une chose, c'est que 2 mois avant, il y avait eu cette tentative d'attentat dans le Thalys, où un drame a été évité de justesse grâce à l'intervention de 2 militaires américains extrêmement courageux. Et que ce jour-là, j'ai dit au gouvernement, il faut absolument sécuriser l'entrée de nos gares, et il se trouve que les trains express régionaux dépendent de la compétence de la région, et donc le 7 octobre, ne sachant pas qu'il y aurait un 13 novembre, c'était déjà dans notre programme. Stupide, disait Madame Maréchal Le Pen, un gag, disait M. Castaner, le leader du Parti Socialiste. C'est pas simple pour le leader du Parti Socialiste d'être obligé de se ranger aujourd'hui derrière la ministre des Transports, Madame Royal, qui a dit oui, effectivement, M. Estrosi a raison. Nous devons sécuriser tous les accès à nos gares. Quant à Maréchal Le Pen, elle continue aujourd'hui à dire que c'est stupide. C'est-à-dire qu'elle promet, si elle est présidente de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, qu'on ne mettra pas de portique dans les gares, considérant que ça pourrait faire perdre quelques minutes de file d'attente. J'ai voulu hier, à titre expérimental, alors que nous accueillons, mon cher Renaud, ensemble, 3000 personnes au Palais des Congrès de Nice, mettre des portiques électroniques pour que chacun puisse rentrer et assister à notre rassemblement en se sentant en parfaite sécurité. Ça n'a pas ralenti d'1 seconde les flux pour pouvoir assister à notre réunion. Donc on voit bien qu'il y a une position dogmatique, ou plutôt que se dire qu'on a ensemble à défendre l'intérêt général, la défense, la protection des Français, on veut simplement être dans une sorte d'opposition systématique à tout. On l'a fait dans nos conseils municipaux, lorsqu'il a fallu que je mette de la vidéoprotection en 4G à l'intérieur de nos rames de tramway, opposition du Front National. Lorsqu'il a fallu dans nos conseils municipaux mettre de la vidéosurveillance, chère Caroline, à Marseille ou à Nice, et renforcer nos effectifs de police municipale, opposition du Front National. Et ce sont ceux-là même, alors que le gouvernement nous sollicite aujourd'hui, puisque nous représentons 20% des forces de sécurité intérieure de notre pays, de les mutualiser avec la gendarmerie nationale et la police nationale, qui disent non, non, il ne faut surtout pas. Que de contradictions, nous voyons bien que c'est tout simplement
de l'irresponsabilité, voire même un comportement qui serait extrêmement dangereux. Et je pèse mes mots. Je vais vous dire une chose, la France est aujourd'hui coincée entre le terrorisme et l'extrême droite. Et ici au sud, il n'y a qu'un passage entre le terrorisme et l'extrême droite. Et il y a ceux qui apportent la réponse républicaine. C'est le seul moyen de se sauver et du terrorisme et de l'extrême droite. Et l'extrême droite s'est nourrie tout simplement lorsque l'on voit un regain de popularité par coup de colère qui va bien vite redescendre, tout simplement du terrorisme. Et ça, nous ne le voulons pas et nous ne le laisserons pas faire. Alors j'ai besoin du tissu économique qui serait la première victime, et derrière vous, ces milliers de salariés qui, dans tous vos domaines d'activité, qu'ils aillent de la recherche à la production industrielle, en passant par le tourisme, etc., sur un territoire qui est la deuxième destination après Paris, ou entre l'aéroport de Marignane, l'aéroport de Nice, l'aéroport de Toulon, le TGV qui vient jusqu'ici et pour lequel nous avons validé un plan qui permette, depuis la Société aéroportuaire de Nice, d'ici 2024, d'aller jusqu'au Buis dans l'Est varois, et puis de l'autre côté de passer sous la gare Saint-Charles pour aller en direction de la vallée de l'Huonne. Nous sommes aujourd'hui un territoire extrêmement attractif qui n'a pas su, sous la gouvernance des socialistes, tirer toutes ses potentialités. Et pourtant, vous êtes pour beaucoup d'entre vous des hommes et des femmes qui avaient réussi à innover. Quand je vois la valeur du patrimoine immobilier chez nous, et que je vois que partout en France, la situation chute, et que c'est chez nous, avec Paris, qu'il se maintient à peu près au même niveau, et que Maréchal Le Pen dit, moi si je suis candidate, c'est pour que ce territoire ne devienne pas une favela. Est-ce que vous avez l'impression que vos entreprises, que les développeurs que vous êtes, que les projets que nous portons ensemble, d'infrastructures, etc., sont en train de faire devenir notre territoire une favela? Je pense que ceux qui, à Rio de Janeiro, habitent dans les favelas rêveraient de pouvoir habiter sur le territoire qui est le nôtre. On voit bien qu'on essaie que de semer des peurs, que des angoisses chez les uns et les autres. Alors, si j'ai voulu m'adresser à vous dans cette dernière semaine de campagne, c'est parce que vous êtes au cœur de mon projet. Depuis des mois que je sillonne notre belle région, je n'ai eu de cesse de démontrer à chacune et chacun d'entre vous que le développement économique et l'emploi étaient mes priorités. Et c'est normal que ce soit mes priorités parce que c'est la priorité qui est confiée par la loi votée par les socialistes, la loi NOTRe, qui, en réduisant de 22 à 13 le nombre de régions de notre pays, veulent faire de 13 personnalités les leaders de la politique économique de notre pays. C'est la loi qui nous met dans cette situation. Je ferai campagne prioritairement sur d'autres sujets. On me dirait, vous êtes décalé. Alors je comprends que l'esprit des Français n'était pas à cause des événements des semaines dernières là-dedans jusque-là, mais dans cette dernière semaine, je sens qu'il va y avoir un éveil. Et si je ne m'adressais pas à vous, qui êtes les premiers concernés et qui êtes suffisamment conscients, parce que vous êtes des hommes et des femmes responsables, pour pouvoir m'aider à aider chacun à réfléchir que le bulletin du 13 décembre, il est plus important qu'il soit tourné vers l'économie et l'emploi qu'avec des slogans ravageurs, avec toutes les conséquences qu'il y a à la clé. Je ne serai pas responsable devant vous. Donc ils ont déplacé aujourd'hui ces événements, les curseurs, mais en m'adressant à vous aujourd'hui, je veux vous démontrer que ma détermination à faire de l'économie la priorité de la région que je veux présider est intacte. Nous le savons, nous le voyons et nous en subissons hélas les effets tous les jours. Dans tous les domaines, notre économie est en panne. Alors que notre partenaire allemand affiche une économie prospère, que le Royaume-Uni, l'Italie et l'Espagne ont retrouvé le chemin de la croissance,
la France ferme désespérément la marche. En septembre, le gouvernement s'était enorgueilli de chiffres du chômage plutôt encourageants, voyant alors poindre les résultats de leur politique économique. Le mois d'octobre et ses 42 000 chômeurs supplémentaires en France, dont plus de 5 500 dans notre région, est venu nous rappeler l'inquiétante réalité de notre pays. Il n'y a pas de capitaine pour tenir un gouvernail qui n'a plus de cap. Depuis 3 ans, et les chefs d'entreprise que vous êtes le savent, sans capitaine, on ne peut affronter la tempête. Face à cette situation, la gauche porte une responsabilité immense dans la désespérance et le déclin de notre économie. Permettez-moi de rappeler quelques chiffres. Ici, le taux de chômage est supérieur à la moyenne nationale. 11,6% contre 10%. Cela fait de Provence-Alpes-Côte d'Azur la 3e région la plus touchée par ce fléau. Depuis 2010, 130 000 emplois ont été détruits. Et à eux seuls, les emplois industriels ont chuté de 15%. Ils ont créé des prix d'ess et ont concentré leurs efforts sur 3% des entreprises de la région. Ils aiment l'économie subventionnée. Moi, je préfère l'économie réelle. Le Conseil régional investit de moins en moins chaque année, et ce pour 2 raisons. Les socialistes privilégient les dépenses de fonctionnement et de subventions en région, et le gouvernement baisse les dotations aux collectivités, moins 33 millions d'euros en 2015 pour la seule région, et moins 317 millions d'euros si j'additionne ce qui est enlevé aux régions, aux départements, à nos 75 intercommunalités et à nos 963 communes. Vous vous rendez compte, mesdames et messieurs, qui représentez le monde de l'entreprise, que vous avez en face de vous des responsables de collectivités qui représentent, dans l'addition de toutes les collectivités de la région, une capacité d'autofinancement de moins 317 millions d'euros à injecter au service de l'investissement sur l'ensemble du territoire régional par cette décision gouvernementale. Et cette baisse est cautionnée par un candidat d'une part et par la candidate qui veut amplifier, puisque c'est dans le programme national du Front National, de 2% supplémentaires par an. D'autre part, il est dit très clairement dans le programme national du Front National, si nous sommes élus, on sorte par rapport à cette baisse des dotations, eh bien, nous les baissions de 2% supplémentaires. Le MEDEF de Provence-Alpes-Côte d'Azur avait déjà dénoncé les 430 millions d'euros qui manquent au dernier contrat de plan État-région et dont l'État prive nos entreprises et nos territoires. Ce chiffre de 430 millions d'euros, je le connais d'autant mieux qu'il se trouve que début 2007, j'étais ministre de l'aménagement du territoire. Lorsque je suis venu signer à l'hôtel de région avec M. Vauzel, ce contrat de plan où il y avait 430 millions d'euros de plan. Et je regrette d'ailleurs que dans cette enveloppe que j'avais consentie, où il m'avait même été demandé, et par le président de la région lui-même, et par les députés des Hautes-Alpes, que sont M. Giraud et qui était Mme Martinez, que nous puissions inclure le financement de la voie ferroviaire de la Durance en direction du Mont-Genèvre et le percement du tunnel du Mont-Genèvre en direction de Turin, à la fois pour le fret ferroviaire et pour les usagers des transports. Pas un centime de cette enveloppe de 60 millions sur ces 430 millions supplémentaires n'aura été consommé, malgré le fait que nous les ayons apportés. Alors, il se trouve que le Conseil régional, si nous y rajoutons toutes les mesures du président et du gouvernement, fait que la situation s'est empirée puisqu'on est frappé par la double peine depuis 2012. Les 103 nouveaux impôts créés par François Hollande pour un montant de 90 milliards d'euros, 30 milliards d'euros pour les familles, 60 milliards d'euros pour les entreprises. En 3 ans, tuent petit à petit nos entreprises qui croulent sous les charges. 1 million d'emplois ont été détruits. La croissance est atone et les déficits qui avaient été amorcés, une baisse salutaire jusqu'en 2012, ont explosé pour atteindre
2000 milliards d'euros. Face à cette situation, la candidate du Front National soumet quelques propositions. Face à notre déficit de compétitivité, elle nous propose le retour au franc, c'est-à-dire 14 et quelques Jean Lebon. Les médias disent c'est moderne. Et pour moi, c'est un effondrement de notre compétitivité de 30% supplémentaire pour un coût de plus de 60 milliards d'euros. Face à notre manque d'investisseurs en France et pour attirer de nouveaux investisseurs en Provence-Alpes-Côte d'Azur, elle nous propose de nous barricader et de partir en croisade seuls contre tous. Alors que le tourisme représente 14 milliards d'euros de retombées économiques dans notre région, la seule chose que les grands experts de l'extrême droite française ont trouvé, c'est le retour aux droits de douane. Face aux bataillons de chômeurs qui chaque jour sont davantage fournis, la candidate du Y en a marre n'a rien trouvé de mieux que de proposer l'augmentation des charges qui pèsent sur le travail de 20 milliards d'euros et de supprimer la compétence économique aux régions. Face à des déficits toujours plus importants, elle prône le retour à la retraite à 60 ans pour 20 milliards d'euros. Mais qui peut penser un seul instant, avec l'augmentation de l'espérance de vie dans notre pays, qu'avec un retour à la retraite à 60 ans, nous soyons capables de faire face dans les 5 à 10 ans qui viennent au versement des pensions qui sont fondées sur un modèle de solidarité intergénérationnelle qui me paraît le plus juste et que nous devons préserver à tout prix. La vérité, c'est que le Front National n'aime ni l'entreprise, ni les entrepreneurs et qu'il n'a aucune vision pour faire prospérer la France et la région. Pourtant, des solutions sont possibles. Nous ne sommes pas condamnés à ce choix terrifiant entre la continuité du déclin avec les socialistes et l'accélération de la chute avec le Front National. Et il n'y a aucune fatalité. La seule fatalité à incriminer, c'est celle d'une gestion irresponsable, d'une absence de toute vision concernant le développement économique. Pour cela, il faut un capitaine, vous le savez. J'ai l'expérience qui est la mienne, que j'essaie de mettre au service de cette région. Et vous savez aussi, pour celles et ceux d'entre vous, c'est-à-dire quasiment la plupart, que je ne renonce jamais. J'étais ministre d'une industrie dans l'œil du cyclone, en pleine tourmente. Alors qu'une crise d'une violence inouïe, la seule depuis près d'un siècle sur la planète, frappait la planète tout entière entre 2008 et 2010. Et pourtant, sous mon ministère, on peut juger que ça n'est pas suffisant, mais j'aurais réussi à sauver 160 000 emplois. J'ai réussi à multiplier par 3 le crédit d'impôt recherche. Je crois que bon nombre d'entre vous aujourd'hui ont fait usage de ce crédit impôt recherche multiplié par 3. J'ai mis en place le fonds stratégique d'investissement, alors que des entreprises saines, mais dont les bons de commande avaient chuté, ont vu les Chinois, les Américains, les Indiens venir essayer d'entrer dans leur capitale, pas pour rester en France, pour piller leurs brevets et repartir avec. J'ai fait en sorte que le fonds stratégique d'investissement puisse montrer au capital de ces entreprises pour que nous puissions préserver nos brevets et ressortir du capital de l'entreprise immédiatement une fois que nous avions remis à flot et que les commandes étaient reparties. J'ai créé la prime à la casse qui a fait que grâce à cela nous aurons sauvé nos 2 grandes industries automobiles françaises, que ce soit Renault ou que ce soit PSA de l'autre côté, alors qu'ils allaient mettre la clé sous la porte. Et nous avons réussi même en 2009 à battre le record de production et de vente d'automobiles françaises qui n'avait pas été dépassé depuis 1992. Je ne prends que ces exemples, je pourrais y rajouter les 150 millions d'euros de fonds biotech que j'ai injectés en tant que ministre des Industries de Santé, puisque c'est en même temps la période où nous étions le plus en difficulté que nous passions progressivement de la recherche chimique à la recherche sur les biotechnologies en matière de médicaments, et que là où avec Sanofi, avec bien d'autres, nous appartenions aux
3 leaders dans le monde en matière d'industrie pharmaceutique, si nous n'avions pas accompagné l'effort de l'industrie pharmaceutique, eh bien, aujourd'hui, nous n'existerions pas, alors que nous restons aujourd'hui parmi les 3 leaders au monde. J'ai été président d'un conseil général qui, lorsque je suis arrivé, était parmi ceux qui investissaient le moins en France et qui avait un taux de chômage supérieur à la moyenne nationale. À mon départ en 2008, non seulement nous avions moins de chômeurs que les autres départements, mais il s'était hissé à la première place de l'investissement avec près de 2 milliards d'euros investis en 5 ans. C'est une grande fierté pour moi, car contrairement à ceux qui n'ont jamais géré une collectivité, je ne confonds pas l'investissement et la dette. Moi, j'adore ceux qui, parce que vous investissez, disent « regardez, ils l'endettent », et qui sont les premiers à utiliser les investissements. Quand Madame Le Pen est montée faire une réunion à Carrosse, mon cher Bernard Kleinhoff, président de la Chambre de commerce et d'industrie des Alpes-Maritimes, mon colistier et industriel dans la zone industrielle de Carrosse-le-Broc, elle a emprunté la 6202 bis, 130 millions d'euros d'investissement, qui nous a permis de désengorger complètement la desserte de la vallée du Var, réalisée à 100% par le financement du Conseil général. Et je lui ai dit, mais puisque vous contestez les investissements et que vous considérez que c'est de l'endettement, vous auriez dû prendre les petits chemins muletiers que vous auriez préféré que l'on garde pour vous rendre jusqu'à Carrosse. J'ai tweeté ça, bien évidemment, ça fait sourire, pas de réaction. La dette, c'est quoi? Je veux en dire un mot. Est-ce que quelqu'un qui achète un 2 pièces, un 3 pièces, un 4 pièces, une maison doit être considéré comme quelqu'un qui a emprunté et auquel son banquier lui a accordé les moyens de pouvoir le faire parce qu'il avait des garanties, ou est-ce que c'est quelqu'un d'endetté? C'est plutôt quelqu'un de plus riche parce qu'il a augmenté la capacité de son patrimoine. Et donc, on ne dit pas, monsieur, vous êtes endetté. Non, vous êtes un bon client, vous avez emprunté, vous avez enrichi votre patrimoine. Et pour une collectivité, c'est pareil, si on avait tous une cagnotte énorme derrière nous pour pouvoir réaliser à 100% avec notre cagnotte, ce serait formidable. Et quand j'emprunte 500 millions à la CDC et la Banque européenne d'investissement pour pouvoir réaliser la ligne 2 du tramway à Nice, à un taux de 1,8%, et que le président de la Banque européenne d'investissement me dit « je vous accorde ce prêt parce que c'est un bon placement et que vous gérez un bon père de famille, et que c'est 1,8% sur une période de 20 ans d'amortissement vous permettront de générer 4% de bénéfices sur ce patrimoine que vous faites rentrer dans la collectivité. » Une collectivité, ça se gère comme une entreprise. On ne regarde pas l'investissement réalisé à l'instant T. On regarde d'abord si on est fiable sur le taux d'intérêt, on calcule sur la période d'amortissement, et si on gère au plus près ses finances comme dans une entreprise, on n'est pas endetté tant qu'on fait suffisamment de recettes pour pouvoir chaque année rembourser les annuités d'emprunt que vous avez à rembourser avec le taux d'intérêt. Tout simplement. Et si la collectivité n'investit pas le plus possible dans les marges de manœuvre et qui lui sont accordées dans les périodes où l'activité est en difficulté, c'est que la collectivité ne joue pas son rôle et sa responsabilité. Au privé d'investir quand nous sommes en pleine croissance et à la collectivité de réduire son montant d'emprunt, et quand on est en période où malheureusement la croissance n'est pas au rendez-vous et où les carnets de commandes des entreprises sont vides, à la collectivité de faire le maximum et de prendre le relais. Quand ma métropole a aujourd'hui 650 millions d'euros d'emprunt pour un budget d'1,3 milliard d'euros, aucun problème. Et quand vous prenez la collectivité régionale qui a un montant d'emprunt de 2,6 milliards d'euros pour un budget annuel de 2,1 milliards d'euros, alors là, ça s'appelle de la dette, parce que ça veut dire que lorsqu'on emprunte, c'est plus pour faire de l'investissement, mais c'est pour rembourser la dette qu'on a. Et là, quand
on arrive au niveau où celui qui ne gagne pas suffisamment pour pouvoir rembourser ses annuités peut être considéré comme endetté. Voilà pourquoi, en face de moi, j'ai le sentiment d'avoir, à droite comme à gauche, des gens qui n'ont aucune notion d'économie et qui, lorsqu'ils parlent de dette, confondent la dette avec l'investissement qui produit et qui crée de la croissance, tout simplement. Alors, je voulais en même temps rappeler que maire d'une ville, président d'une métropole, qui sont cités en exemple pour tous, pour leur bonne gestion et pour leur dynamisme, malgré les contraintes financières, malgré un gouvernement qui se dit pro-entreprise, mais qui les asphyxie, les entrepreneurs le savent. Ils savent que je suis un véritable partenaire. Et je remercie à cet égard, au-delà de chacune et de chacun d'entre vous, mon ami Yvon Grosso, qui est le président de l'Union patronale des Alpes-Maritimes, de vous avoir proposé que nous nous retrouvions ici, avec mon ami Pierre Grand-Dufay, qui est mon colistier, qui est vice-président de l'Union patronale de Bouches-du-Rhône, avec Bernard Kleinhoff, qui est président de la Chambre de commerce et d'industrie, soutenu pour être sur ma liste par tous les autres présidents de chambres de commerce et d'industrie des autres départements des Alpes-Maritimes et industriels lui-même. Je salue la présence du président de la Chambre des métiers des Alpes-Maritimes, Jean-Pierre Galvez, et je suis heureux, bien sûr, autour de toi, mon cher Renaud, de saluer nos colistiers particulièrement impliqués. Je salue Maxime Tomasini, je salue Monique Robineau, je salue Isabelle Savon, je salue Catherine Gineste, je salue Caroline Posmentier, qui elle-même est passionnée par ces sujets, pour être présidente d'abord de la Chambre de commerce franco-israélienne. Nous avons beaucoup à faire aussi dans nos partenariats internationaux, et je vais en dire un mot, et nous nous retrouvons souvent ensemble à des conférences dans la Startup Nation, là où nous voulons faire de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur la Startup Région, parce qu'elle est un peu un modèle pour nous, et qui en même temps, sur toutes les technologies au service de la sécurité aux côtés du maire de Marseille, joue un rôle important. Je voudrais vous dire que nous ne partons pas d'une page blanche. À la région, le chantier est immense. Certains imaginent peut-être que c'est insurmontable, après les chiffres que je vous ai donnés. Et je vous le dis, nous y arriverons, car nous savons attirer les entreprises, car elles nous font confiance. Confiance, ce mot est si important en économie. Et cette région dispose de véritables atouts. Le projet que je porte s'appuie d'abord sur vous, dirigeants, responsables d'entreprises qui voulaient le meilleur pour cette région, travailleurs et salariés aux compétences multiples et aptes aux changements rapides qui s'imposent à nos temps modernes. Les questions économiques sont la clé de voûte du projet que je porte avec les colistiers. Et en même temps, je veux remercier tous les experts qui nous ont accompagnés pour bâtir ce projet. Alors face à cette situation, j'ai déjà pris 3 engagements très forts dans cette campagne. Premièrement, l'engagement d'une économie structurée en filière. Et ça non plus, je ne l'ai pas inventé. Il se trouve que quand on a eu la crise de 2008, je me suis dit que, parce qu'on était vraiment dans le flou, il fallait que je fasse des états généraux de l'industrie. Bon, nous avons d'ailleurs apporté des conclusions ici et arrêté le schéma à Marignac, sur le pôle Pégase, au milieu de Rocopter. Et qu'est-ce que m'ont dit tous les décideurs à tous les niveaux, sur tous les territoires de France? Soutenez les filières. Parce que dire on soutient les PME, on soutient les TPE, quand on a dit ça, on dit quoi? Ça veut dire quoi soutenir? Je soutiens, je porte. Mais, quelle PME, quelle TPE, qui fait quoi et qui défend quoi? Chaque région, on le sait, a sa spécificité. Il y a des régions comme la région Rhône-Alpes qui sont spécialisées dans le textile, ou la Bourgogne sur les nanotechnologies, à proximité avec la Suisse et l'horlogerie. Vous
région Rhône-Alpes aussi toute la vallée de l'Arve, où il y a toute la filière du décolletage. On est vers les roulements à billes intelligents. Et bien évidemment, chaque territoire a sa spécificité. Dire je soutiens les TPE et les PME, bon, si ça ne rentre pas dans une filière qui mérite que nous tirions vers le haut l'ensemble de la région, ça n'aurait aucun sens. Ça n'aurait aucun sens de ne pas se mettre dans la dynamique créée par nos 9, voire 10 pôles de compétitivité autour des énergies, de la santé, du numérique, du digital, de la filière agroalimentaire avec le pôle Terralia, etc., etc. Alors, partir de l'université, de l'apprentissage, nous avons 29 000 apprentis là où nous devrions en avoir 50 000 qui seront de vraies filières pour aller jusqu'à Bac 3 qui permettent d'aller jusqu'à des postes d'ingénieurs par des filières extrêmement intéressantes pour l'entreprise qui forment eux-mêmes par la voie de l'alternance leurs propres techniciens, leurs propres salariés et leurs propres ingénieurs. Donc voilà l'esprit dans lequel nous sommes. Je n'opposerai jamais les grands groupes aux petites entreprises, pas plus que je n'opposerai les entreprises françaises aux entreprises étrangères. La candidate maréchale Le Pen ne veut aider que les petites entreprises françaises. Bien sûr, il faut les aider, mais suivre sa logique reviendrait à ce que le maire de Nice que je suis n'aide ni Ikea qui voulait s'implanter à Vintimille et que j'ai réussi à voir s'installer chez nous, ni IBM qui voulait s'installer à Londres, ni Cisco lorsqu'ils viennent s'implanter chez nous pour créer des milliers d'emplois et faire travailler des centaines d'entreprises. C'est-à-dire qu'on reste au point zéro. Ne soutenir que les entreprises qui ont leur siège social en région, c'est n'attirer aucun investissement, aucune prise de participation dans un capital de vos entreprises, à partir du moment où on refuse de les soutenir sur la base de ces critères, c'est-à-dire aucune marge de croissance possible. Alors, je veux dire que preuve s'il en fallait encore une, que le programme électoraliste du Front National et mon projet sont parfaitement incompatibles et opposés. Suivre sa logique, c'est renoncer à des milliers d'emplois que les investisseurs veulent venir créer chez nous et dont nos familles profitent chaque jour. Jamais je ne suivrai cette idéologie du retour sur soi. C'est pour ça que je vais créer 12 opérations d'intérêt régional autour de nos filières d'excellence. Parce qu'au fond, aujourd'hui, ce qui nous fait défaut, c'est les espaces structurés, c'est les plateformes logistiques dont nous avons besoin. Pour la plupart d'entre vous, vous êtes implantés quelque part. Et si vous voulez développer votre outil de travail, en pouvant consacrer une part de votre investissement que j'ai le devoir d'accompagner, vous préférez le faire sur du foncier à bas coût que sur du foncier au cœur d'une agglomération qui va coûter une fortune, parce que tout ce que vous aurez mis dans le foncier, c'est ce que vous ne mettrez pas dans votre outil de travail. Donc je préfère maîtriser 12 sites qui, en termes de logistique, est une desserte parfaite entre le ferroviaire, le routier, le fluvio-maritime, etc., etc., et qu'en même temps, avec un territoire totalement fibré, parce que le numérique qui vous raccorde au millième de seconde avec le monde entier aujourd'hui est devenu une exigence, vous permettent en même temps d'implanter des filiales, me permettent de soutenir l'implantation de pépinières d'entreprises, d'hôtels d'entreprise, d'incubateurs, d'accélérateurs sur ces territoires qui vous permettront d'avoir cette force de l'innovation qui ensuite vous permettra d'y prendre des participations, voire de recruter ceux qui seront à l'origine de ces innovations et qui en feront profiter vos entreprises. Et c'est comme cela que j'entends attirer au moins 500 entreprises de petites comme de moyenne dimension à forte valeur ajoutée. C'est aussi l'engagement de la réactivité. Trop souvent, le temps des administrations n'est pas le temps des entreprises et de l'économie. C'est pourquoi je vais créer ce guichet unique, le FIER, le Fonds d'intervention à l'entreprise régionale, qui répondra à toutes les demandes en 15 jours maximum et débloquera les fonds en un mois si la demande est acceptée.
Troisièmement, l'engagement de l'innovation. Pour réussir dans le monde globalisé qui est le nôtre, nous devons retrouver le chemin de l'invention, de l'innovation, de la création, de la libération des énergies. J'ai fait de Nice la 4e Smart City au monde, derrière Londres, Barcelone et New York, et devant Singapour. Et Marseille, qui avait un salon sur la Smart City il y a peu de temps, chère Caroline, connaît elle aussi de véritables succès aujourd'hui dans ce domaine. Donc on a l'outil, on a déjà les ferments qui nous permettent de porter cette culture sur toute la région. Il faut savoir qu'il y a aujourd'hui 1,5 milliard d'objets interconnectés dans le monde. Qu'à l'horizon 2020, il y en aura 60 milliards. Et d'être les premiers sur ce marché, d'être les premiers à structurer le territoire à partir de toutes ces technologies, d'être des leaders mondiaux, c'est la chance que nous pouvons avoir grâce au talent des start-up, des entreprises et des laboratoires de recherche décloisonnés avec nos pôles universitaires d'Aix-Marseille et de Nice-Sophia Antipolis. C'est une chance, on ne va pas la laisser passer. Nous devons concentrer nos moyens pour permettre aux start-up d'émerger, aux TPE, PME de devenir des ETI, car si on innove plus, alors on se meurt à petit feu. Si on innove plus, on se meurt à petit feu. Je créerai des incubateurs d'entreprises dans toute la région. Je développerai la fibre et la 4G pour que notre territoire soit mieux connecté aux technologies du monde. Je bâtirai avec vous la première Smart Région d'Europe. Mais au terme de cette campagne, après vous avoir rencontré, entendu et écouté, car déjà tout ce que je viens de rappeler, je ne l'ai pas inventé, beaucoup d'entre vous y ont participé, on a travaillé 5 mois ensemble pour bâtir ce projet, 5 mois, quand je pense que 25 000 offres d'emploi dans notre région ont pourvu aujourd'hui, tout simplement parce que le plan de formation de la région a 3 ans de retard avec les besoins de vos entreprises et que vous êtes obligés d'aller recruter ailleurs. Mais la région n'a jamais voulu parler aux entreprises. Elle a travaillé dans son coin. Est-ce que c'est avec des fonctionnaires de la région qu'on est capable de bâtir des plans de formation, ou au contraire, est-ce qu'il ne faut pas que nous ayons là le monde de l'entreprise qui soit au cœur de la collectivité régionale pour que nous bâtissions un plan de formation avec nos chambres de commerce, nos chambres des métiers, nos chambres d'agriculture, nos fédérations économiques et nos fédérations industrielles, voire même avec la représentation sociale et les syndicats, qui nous permettent d'avoir des plans de formation qui permettent de répondre en instant T aux vrais besoins des entreprises de la région. Eh bien, ce projet que nous avons bâti ensemble, il s'inscrit dans la continuité de mon projet, au moment où je veux vous livrer un nouvel engagement au terme d'un certain nombre d'échanges que nous avons eus ces dernières semaines ensemble. Vous le savez, je ne me paie pas de mots ou de grands discours. Je ne suis pas comme la candidate du Front National qui prétend avoir un projet pour notre économie régionale qui ne nous propose qu'une seule chose, la porte close et des frontières infranchissables. Je vous promets tout le contraire. Je vais vous ouvrir les portes et les fenêtres. Chaque entrepreneur qui voudra venir créer des emplois dans notre région verra la porte de mon bureau grande ouverte. Peu importe son projet, peu importe son secteur d'activité ou la taille de son entreprise, peu importe sa nationalité, je n'aurai qu'une seule exigence, qu'un seul critère, l'emploi. Je ne serai pas le président qui effectue le tri parmi les entrepreneurs. Je ne serai pas le président qui stigmatise ceux qui ne sont pas implantés dans notre région et qui les décourage de le faire. Si vous voulez créer des emplois, je serai votre premier partenaire. Et vous savez que vous trouverez avec moi une main tendue, qui ne tremble pas et qui ne renonce jamais à surmonter les difficultés. C'est pour cela aussi que nous ferons un Small Business Act pour notre région, pour que les entreprises qui se sont implantées en Provence-Alpes-Côte d'Azur soient les premières à bénéficier de la commande publique. C'est pour cela que je vous annonce que nous allons créer un passeport régional pour les entreprises. Et là aussi, je ne suis pas un commentateur, mais un acteur. C'est avec
le président de l'Union patronale des Alpes-Maritimes. Lorsque je me suis dit on va continuer à forcer sur l'investissement même si la période est difficile avec ma métropole, parce qu'il faut que j'aide les entreprises. Puis tu es venu me voir, il m'a dit c'est bien beau d'avoir forcé l'investissement pour tes entreprises, mais il se trouve qu'aujourd'hui il n'y a que 40% de nos entreprises régionales qui réussissent à remporter des marchés publics. Car la concurrence internationale avec les Polonais, avec les Italiens, avec bien d'autres, qui, dans cette réglementation française qui est inacceptable, où l'on peut venir travailler avec une main-d'œuvre qui n'a pas à subir les mêmes charges sociales et les mêmes montants de salaire que les nôtres, forcément peut se présenter devant la commission des marchés publics avec des offres beaucoup plus basses que celles de nos entreprises. Alors on a travaillé pendant des mois ensemble avec un certain nombre de juristes pour voir comment, dans le respect du droit français et du droit européen, nous pouvions bâtir notre propre Small Business Act. Le résultat, c'est qu'avec le cahier des charges que nous avons rédigé ensemble, eh bien, l'année dernière, nous sommes passés de 40 à 75% des marchés publics qui ont été attribués à des entreprises régionales. Eh bien, ce que j'ai fait pour ma métropole, nous allons le faire pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Je veux que vous ayez priorité sur l'ensemble des marchés publics pour lesquels nous lancerons des appels d'offres. Et ce passeport, c'est d'abord un message. Bienvenue à toutes les entreprises qui veulent s'installer en PACA. Car bien évidemment, en disant vous venez vous installer, on vous donne un passeport. Il y en a qui ont une double nationalité, me semble-t-il. Eh bien, pour des entreprises, je crois que ça ne les dérangera pas d'avoir un deuxième passeport, celui de Provence-Alpes-Côte d'Azur, pour leur permettre, en même temps qu'ils créeront des emplois, qu'ils investiront chez nous, de pouvoir bénéficier de ce qu'aucune autre région ne propose dans notre pays. Nous accompagnerons donc toutes les entreprises. Ce passeport donnera droit à une prime financière pour les entreprises qui veulent s'implanter, surtout pour celles qui veulent relocaliser des emplois dans la région. Le montant de cette aide dépendra du nombre d'emplois créés. Nous avons budgété 10 millions d'euros par an, dont 7 seront consacrés à des relocalisations. Et là aussi, lorsque j'étais ministre de l'Industrie, j'ai fait cette prime à la relocalisation. Les entreprises étaient parties à l'étranger depuis 4 ou 5 ans. Je pense au ski Rossignol, je pense à cette entreprise de la Sarthe qui travaillait dans la fonderie et qui nous a rejoints. Je pense à une dizaine d'autres. Elles sont une trentaine aujourd'hui qui étaient fortement créatrices d'emplois, notamment aussi dans tout ce qui est la connectique, qui sont revenus 50 ans après avoir quitté pendant 10 ans la France. Eh bien, j'implanterai cette prime à la relocalisation sur notre territoire. Vous aurez les conseils des meilleurs experts de la région pour faciliter l'implantation. Une aide personnalisée pour accompagner les salariés et les familles dans les démarches d'installation. Inscription des enfants à l'école, recherche d'un emploi pour le conjoint. Demain, celui ou celle qui présidera devra travailler avec ses collègues du Piémont, de Rhénanie, de Floride, de Shanghai, pour ouvrir toujours plus largement les marchés et créer des opportunités pour nos enfants. Mais il devra aussi gagner la compétition interrégionale pour attirer les entreprises. Cette compétition, elle est mondiale, européenne, nationale. Nous serons en concurrence avec d'autres régions françaises et nous gagnerons cette compétition. Moi, je vous propose une vision, un plan, un ordre nouveau. Mon projet, c'est vous. C'est avec vous que nous bâtirons la région de demain. Mon projet, ce sont aussi ces femmes, ces hommes, ces jeunes et ces moins jeunes, à qui la nouvelle région donnera des armes pour réussir, avec une vraie stratégie économique pour notre région au service de l'emploi, avec une vraie vision sur le long terme. Je m'y engage, ça va changer. Retrouver le chemin de la croissance. La France ferme désespérément la marche. En septembre, le gouvernement s'était enorgueilli de chiffres du chômage plutôt encourageants, voyant alors poindre les résultats de leur politique économique. Le mois d'octobre,
et ces 42 000 chômeurs supplémentaires en France, dont plus de 5 500 pour notre seule région, est venu nous rappeler l'inquiétante réalité de notre pays. Il n'y a pas de capitaine pour tenir un gouvernail qui n'a plus de cap depuis 3 ans, et les chefs d'entreprise que vous êtes le savent, sans capitaine, on ne peut affronter la tempête. Face à cette situation, la gauche porte une responsabilité immense dans la désespérance et le déclin de notre économie. Permettez-moi de rappeler quelques chiffres. Taux de chômage, 11,6, etc. Donc voilà ce que je veux vous proposer, mes chers amis. Une région qui soit le partenaire des entreprises, une région qui vous apporte de nouvelles solutions, une région qui crée ce passeport, une région qui met en place ce Small Business Act, une région tout simplement qui, dans cette compétition internationale, cette promotion économique à l'international qui est désormais notre seule responsabilité, puisqu'elle n'est plus partagée entre plusieurs collectivités, et enfin une région qui est le seul interlocuteur, mon cher Renaud Muselier, et toi le député européen, avec la Commission de Bruxelles. Désormais, la loi NOTRe en a voulu ainsi. Il y aura 13 hommes ou femmes, et femmes, je le souhaite, qui puissent se rendre vers les instances de Bruxelles pour obtenir ce qui nous est dû. Je rappelle que dans ce domaine, nous avons le quart de l'enveloppe des régions de même strate à l'échelle européenne, et que sur ce quart d'enveloppe, nous n'en aurons consommé que 50%. Voilà. Et donc, bien évidemment, je veux que tout ça vienne abonder aménagement du territoire, collectivité, investissement pour les entreprises. Donc, merci d'être ces partenaires-là. Je ne peux pas concevoir que la région Provence-Alpes-Côte d'Azur puisse être gérée sans que nous ne formions ensemble une seule et même équipe, un seul et même PAC. Elle n'est pas les élus d'un côté et le monde de l'entreprise de l'autre. Nous devons nous voir, nous parler, bâtir des structures qui nous permettent en permanence d'être en dialogue, de nous écouter et de nous respecter, de vous placer au cœur des décisions que nous prenons et qui seront des décisions collectives face à un monde qui bouge et face à un monde qui change. Et je ne peux pas imaginer un seul instant que ce soit une candidate qui aujourd'hui vous propose une régression totale, qui vous propose le retour vers l'archaïsme, et surtout, donc vous imaginez bien les conséquences qu'elle porterait au plan économique, car quel est l'investisseur qui viendrait s'implanter chez nous? Quel est le tour opérateur qui recommanderait de venir passer un séjour chez nous? Quel est celui qui aujourd'hui achète vos produits à l'exportation, qui demain ne boycotterait pas les produits que vous portez à l'exportation par rapport à l'image que nous offririons non seulement à la France entière, mais à tous ceux de la planète qui se tournent vers les talents, les savoir-faire, les intelligences, la créativité, la productivité que vous êtes capable d'apporter sur la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Voilà pourquoi il nous reste 5 jours ce matin, 5 jours pour démontrer que c'est la voie de l'entreprise, c'est la voie de l'économie, c'est la voie de l'emploi qui l'emportera et pas la voie de la colère. Je vous propose bien sûr qu'il y ait un échange entre nous et je serai écouté d'écouter tous ceux d'entre vous qui le souhaitent. Oui, donc bonjour à toutes et à tous. Nous sommes venus de Nice pour supporter notre champion Christian Estrosi. Pourquoi? Parce que quand vous avez entendu Christian dire tout l'état des lieux de cette région, la plus endettée, qui a embauché le plus de fonctionnaires dans ces dernières années, dont l'investissement il est pour le fonctionnement et non pas pour l'économie réelle, tout ceci nous amène à dire qu'une région doit se gérer comme une entreprise. Et Christian, pour l'avoir vu à l'œuvre dans le département des Alpes-Maritimes, en créant la première opération d'intérêt national, et donc la métropole, on a vu que de cette éco-vallée, aujourd'hui la vallée du Var, devient un vrai lieu d'investissement, d'innovation
et de nouveautés pour attirer les entreprises et pour faire venir aussi celles qui sont des entreprises françaises, mais des entreprises européennes au niveau mondial. Donc, pour vous dire que vivre aux côtés de Christian il a parlé du Small Business Act, il a parlé de tout ce qui tourne autour de l'entreprise. Il est très captif, il comprend vite qu'un élu territorial doit raisonner comme un chef d'entreprise, parce que sans entreprise, qui est la première création de richesse, il n'y a pas d'investissement et pas d'emploi. Et sa rapidité d'exécution, sa compréhension de cette capacité de dire j'investis pour le développement et l'emploi, je sais qu'on l'a vécu, il y a des preuves sérieuses, et je crois qu'à la région, on a besoin de quelqu'un comme toi, Christian, parce que tous les chiffres sont là, ils sont dans le rouge, et il n'y a pas eu, je sais que ce budget de régional, 20% consacré aux entreprises, et le reste, on ne sait pas, c'est du saupoudrage un peu partout. Donc ça veut dire qu'on soutient aujourd'hui la gouvernance de la région, on soutient à 20% les entreprises, alors qu'il faut les soutenir à 100%. Merci Christian, et on est tous derrière toi pour que ce premier tour, il faut se mobiliser. Ne confondons pas la politique nationale, l'émotion aussi, parce que nous sommes dans l'émotion. Un chef d'entreprise, il est réaliste, il est pragmatique. Ne tombons pas dans cette émotion et ne nous trompons pas de combat. Il faut aller voter au premier tour, donner du poids à la liste de Christian Estrosi, et entre les deux tours, encore plus se démultiplier pour que Christian l'emporte haut la main, voire s'il a peut-être qu'il aura besoin des socialistes, mais peut-être pas forcément. Mais en tout cas, on se mobilisera pour que Fabien notre champion. Je compte sur vous, sur tous les chefs d'entreprise, artisans, aussi, cher Jean-Pierre, chambre de commerce, chambre de métier. Il faut qu'on mobilise tous les acteurs de toute taille, de tout secteur d'activité, parce que c'est nous qui créons ces richesses, et notre argent sera bien utilisé par la politique de Christian. Merci beaucoup. Merci. Donc j'ai bien compris, M. Estrosi, que vous souhaitiez être dans cette dynamique de soutenir le développement économique. En ce qui me concerne, moi je suis un jeune qui sort des études et j'ai un ami avec qui on souhaite monter éventuellement un projet de start-up dans la communication numérique. Je voudrais savoir si sur ce point particulier des start-up, si vous avez un projet, si vous aviez des idées, si vous comptiez nous aider, si vous étiez président de région, et si oui, à quel niveau, à quel domaine. La start-up, aujourd'hui, chacun le mesure un peu plus. Il y a encore 4 ou 5 ans de cela, c'était pas dans tous les esprits. Mais maintenant, je sais que tous les chefs d'entreprise qui consacrent, par exemple, avec le crédit impôt recherche, une part de la réinjection de leurs dividendes sur la recherche, mesurent qu'ils vont jusqu'au niveau du brevet, font des choses, mais que s'ils n'arrivent pas à gagner en part d'innovation, ils n'ont plus de marge de progression considérable ni de perspective considérable. Donc qu'est-ce qui peut aujourd'hui renforcer le tissu d'entreprise de notre région? Sachant que la start-up, ça travaille sur tous les sujets dans le monde de l'entreprise. Vous parlez du numérique, mais tenez, en matière de santé publique, par exemple, je viens d'ouvrir France Silver Economy, avec le label du gouvernement d'ailleurs, puisque c'était le Centre National de Référence Santé, on vient de transformer en France Silver Economy, où j'ai déjà 5 startups tournées vers la Silver Economy, c'est-à-dire vers tout ce qui va permettre, avec l'augmentation de l'espérance de vie, et où nous savons que, si je suis élu président de la région le 13 décembre prochain, d'après ce que certains spécialistes autour de Georges Leonetti m'ont dit, j'aurai administré 6 ans plus tard, sur le territoire régional, 20% de population de plus de 85 ans en plus que le jour de mon élection.
Ayant cette donnée, vous allez administrer la région, c'était plutôt le cas jusqu'à présent, comme si c'est quelque chose qui n'existait pas, qui ne se passait pas, avec tous les problèmes que ça pose. On a une famille, on n'a pas de famille, on est en situation de solitude, etc., etc. Ça veut dire qu'il y a des filières de centaines et de milliers d'emplois créés dans ce domaine. En matière technologique, dans votre activité avec le numérique, il y a à imaginer un suivi de maintien à domicile absolument prodigieux dans ce domaine. Et donc toute une industrie à développer. Alors je vous prends cet exemple parce que la start-up, ça apporte des réponses dans tout ça. Et que, je parlais de Caroline avec laquelle nous allons régulièrement à toutes ces conférences où nous sommes invités à Tel Aviv. On est compte qu'à Tel Aviv, on crée 450 start-up par an, en partenariat avec l'université. C'est un truc de fou. La dernière fois, j'ai visité le showroom de Google et ils m'ont fait rencontrer les deux garçons, 22 et 24 ans, qui, à partir de l'université, ont créé leur start-up et ont inventé Waze. Vous connaissez tous Waze, à mon avis, vous l'avez tous en application. Bon. Et ils leur ont acheté 23 millions de dollars. Et à mon avis, ça a eu un tel effet multiplicateur pour Google, et en même temps, ils ont recruté à Google. Donc, on voit bien que tout notre avenir, de manière accélérée, va devoir reposer là-dessus. Et que celui qui n'aura pas fertilisé son territoire en favorisant l'implantation de start-up de partout, mais en les accompagnant aussi, eh bien, laissera la place à d'autres et à d'autres territoires. Donc, dans ce que je vous ai présenté, je veux bien évidemment travailler avec l'université, c'est important. Avoir des pépinières d'entreprise beaucoup plus nombreuses que celles que nous avons. Ici, il y en a à Nice, il y en a à Toulon, il y en a à Aix, mais elles sont insuffisantes. Elles arrivent à héberger entre 40 et 60 startups. C'est pas assez. Donc, voilà, je vais mettre le paquet sur mon programme économique pour qu'il y ait un volet important de consacrer à l'aménagement de pépinières et à l'accueil de jeunes qui voudront fonder leur start-up et les héberger. Et pas les héberger que 3 mois, parce que je vois aussi cette culture, on dit on vous accueille pour 3 mois. Moi, j'ai fait la preuve qu'en gardant quelquefois 3 ans, 4 ans, une start-up en hébergement, et bien le jour où elle s'en va, elle a créé 30 emplois salariés. Et ça y est, elle est sur des rails, elle peut former sa petite PME. Donc la chance sur le délai doit être aussi compris dans l'effort que nous ferons. Donc nous allons multiplier les places d'hébergement, et en même temps, puisque nous avons la charge de la promotion à l'international, nous allons chercher, vous voyez, avec Allianz, qui est le premier grand groupe d'assurance au monde, j'ai réussi à leur faire installer à côté de ma pépinière d'entreprise un incubateur il y a 6 mois de cela, qui permet, un accélérateur, pardon, qui permet maintenant d'accompagner toutes les startups pour leur permettre de diffuser leur savoir-faire à l'international. Parce que la part qu'il faut gagner, c'est l'international, bien évidemment. C'est les marchés porteurs. Donc, il y a toute une filière à organiser, tout un cercle vertueux à organiser autour des startups, favoriser les conditions d'installation, leur donner le temps nécessaire pour pouvoir monter, et puis ensuite les accompagner au prototypage. Car vous arrivez au niveau de l'innovation, et puis vous n'avez pas les moyens pour passer à la pré-industrialisation ou au prototypage. Et c'est là qu'il faut vous mettre en relation soit avec une PME qui vous accompagne et qui rentre à votre capital, ou vous apportez des crédits de la collectivité qui vous permettent de franchir cette étape. Donc voilà, je veux qu'il y ait tous les outils, pas simplement la start-up pour héberger la start-up, mais l'hébergement de la start-up et tous les outils qui doivent accompagner la start-up tout au long de son parcours.
Bonjour Monsieur Estrosi, j'ai une entreprise dans le monde du nautisme et j'aimerais savoir, en lien avec la mer, et j'aimerais savoir dans votre programme quelles sont les mesures que vous souhaitez prendre pour soutenir ce monde-là, et plus particulièrement au niveau de la croisière, s'il vous plaît. Alors, nous avons beaucoup d'opportunités dans notre région. Et vous avez dans le nautisme beaucoup de volets. Hein. Il y a le yachting de luxe, il y a le nautisme de loisirs, il y a la croisière. Bon, nous avons la chance pour la croisière avec Marseille d'avoir aujourd'hui un bassin qui, entre 1995 et aujourd'hui, sera passé de 10 000 croisiéristes, Renaud, tu m'arrêtes si je me trompe, à 1,5 million aujourd'hui. Je cherche, regardez, 1 million passé. Bon, 1,2 million. Et on sait qu'on a un potentiel pour passer à 2,5 millions de croisiéristes à Marseille. Il y a juste un investissement d'environ 130 millions d'euros à faire que la région n'a pas négocié dans le contrat de plan et que je veux renégocier pour pouvoir élargir la passe qui permette à des unités qui sortent de Saint-Nazaire et qui font entre 360 et 380 mètres aujourd'hui, alors que le port de Marseille a la capacité de les accueillir, de pouvoir les accueillir. Et donc, c'est une de nos priorités que nous voulons négocier dès le mois de janvier dans la renégociation du contrat de plan, puisque nous sommes en situation de renégocier le contrat de plan pour la bonne et simple raison que j'ai obtenu au mois de mai dernier de fédérer plus d'une cinquantaine des 75 intercommunalités, quasiment tous les présidences de département que nous fédérons, pour refuser d'être co-signataire du contrat de plan, parce qu'il manquait 430 millions d'euros par rapport au plan précédent. Ce qui fait que le nouveau président de la région, avec les départements et les intercommunalités, se trouvera dans une situation qui lui permettra dès début janvier de renégocier le contrat de plan. Et donc je mets en priorité, notamment dans le contrat de plan, l'aménagement de cette passe qui nous permettra d'accueillir une plus grande capacité, ce qui nous permettra de garder le cap qui peut se fixer, de passer de 1,2 million à près de 2,5 millions de croisiéristes d'ici 2025 sur le port de Marseille, et en même temps structurer jusqu'à la rade de Villefranche sur l'ensemble du littoral méditerranéen les points d'étape pour ces croisiéristes qui profiteront à l'ensemble de la région. À côté de ça, vous avez aussi l'industrie elle-même, parce que nous savons que nous avons de quoi installer aujourd'hui en termes de maintenance des espaces qui nous permettent de nourrir beaucoup d'emplois. J'étais l'autre jour avec Philippe Vittel sur une entreprise dans le bassin de la rade de Toulon, qui s'est implantée il y a 4 ans seulement, et qui fait de la maintenance sur du yachting de luxe. Ils sont pleins de la fin de la saison jusqu'au début de la saison. Et puis pendant la saison, on vient faire les menues réparations. Mais pour refaire toute la carène, pour changer les arbres des hélices, pour refaire toute l'électronique lorsqu'elle a une dizaine d'années et qu'il faut la remettre à niveau, pour etc., c'est-à-dire là aussi des milliers d'emplois, il faut qu'on ait toute la filière, à la fois l'apprentissage, ce sont des filières extraordinaires. Regardez tous ces gosses, et c'est vrai que pour moi, c'est très difficile de voir des quartiers de nos cités avec des gosses désœuvrés et tous les problèmes de société que ça pose à la clé, je ne vais pas rentrer dans ces détails, et qui en même temps sont confrontés à une richesse en face d'eux qui ne facilite pas forcément la bonne compréhension de la justice et de l'équité dans notre société, et qui sont souvent en situation de déscolarisation à l'âge de 13 ou 14 ans. Mais dire à ces gamins, regarde ce yacht de luxe, demain, je vais faire de toi quelqu'un qui va bosser là-dessus. Dès 14 ans, je te prends dans une filière d'apprentissage. On va fabriquer les métiers. On va régler des problèmes sociaux. Je vois tous ces militaires qui sont des techniciens supérieurs d'abord, qui travaillent à l'Arsenal de Toulon et qui sont à la retraite à 35 ans. À 35 ans. Et qui aujourd'hui soit s'expatrient, soit retrouvent un job dans le métier qui est le leur. Et
j'en ai vu quelques-uns qui se sont recyclés comme ça. Et tous ne demandent qu'à être recyclés comme ça. Ça règle des problèmes de chômage, ça règle d'autres grands problèmes. Je vois sur les industries de maintenance, les espaces dont nous disposons par exemple sur le port de la Ciotat, où il y a un espace de 3 hectares qui est totalement disponible. Ce que nous pouvons faire aussi sur l'aire de Fos-sur-Mer, etc., etc. Donc oui, je veux que nous nous impliquions totalement, parce que pour moi, lorsque j'inaugure chaque année le festival nautique à Cannes, qui est le plus grand en Europe, tous me disent, on a un problème, c'est que c'est chez nous que nous avons la plus belle vitrine, c'est chez nous qu'on vient en Méditerranée pour mouiller, pour venir faire vivre les ports, etc., etc. Mais c'est chez vous qu'on a le moins de maintenance disponible. Et donc on va en Italie ou on va en Espagne. Alors que nous avons vraiment une région qui a tout pour être structurée dans ce sens. Eh bien, c'est dans notre programme et nous irons dans cette direction. Michel. Une des problématiques des entreprises, ce sont les transports. L'exemple ce matin, on a été victime sur l'autoroute d'un accident qui nous a menti. Je prends l'exemple de mes salariés qui vont à Monaco tous les jours et qui sont victimes également des problèmes liés à l'irrégularité des transports en commun notamment. Quelles sont vos propositions dans le domaine ? Merci. C'est vraiment une question essentielle où j'ai jamais compris pourquoi la région sur ce sujet n'ait pas voulu prendre à bras le corps cette affaire. On est gestionnaire depuis 1995 à titre expérimental, puisque c'est Jean-Claude Gaudin et moi-même qui avions été candidats pour, lorsque le ministre des Transports était Bernard Pons, accepter d'être une des 6 premières régions expérimentales pour la décentralisation des transports express régionaux. C'est là que nous avons commandé d'ailleurs les premières rames de TER2Z et qu'on a commencé, et qu'on a jugé l'expérience plutôt bonne et qu'après le gouvernement a fait voter une loi pour que ce soit généralisé à toutes les régions de France. Quand je vois 18 ans plus tard, déjà l'état d'un certain nombre de rames, qui sont des rames d'une génération qui remonte à 50 ans. Taguées, sales, dans un état épouvantable, où pour les personnes à mobilité réduite ou les personnes âgées, entre le quai et le marchepied, il faut franchir une hauteur comme ça, etc. Vous rajoutez à ça le problème de la ponctualité. Où, vous êtes, je ne sais pas, la gare de la Blancarde ou la gare de Riquy à Nice, vous attendez le train de 7h03, il arrive à 7h48 quand il arrive. Puisque nous avons 10% de jours de grève par an, le plus fort nombre de jours de grève par an. Et un taux de retard de près de 20%. Qu'en plus de ça, il y a un manque aux heures de pointe, parce que le réseau ferroviaire est saturé, et que le doublement de la ligne entre Aix-Marseille est une exigence, comme la 3e voie, où on a mis 15 ans à faire un petit morceau entre Antibes et Cayes-sur-Mer, doit être une exigence au moins entre Cannes jusqu'à la frontière italienne. Et ce croisement des trains de grande ligne aux heures de pointe qui ne fonctionne pas. Donc il faut renforcer la ponctualité, il faut renforcer les fréquences à ces heures-là, et en même temps il faut renforcer la sécurité, j'en ai parlé, les étudiants qui font leur soirée le jeudi soir et qui se retrouvent en rentrant à 11h, minuit ou 1h du matin avec une bande de loupards en face, c'est malheureusement le lot quotidien de ce que nous vivons pour nos gamins. Bon. Puis il y a l'intermodalité. Et je sais, Michel, combien tu es sensible à cette affaire. J'ai demandé moi-même, qui ai fait un transport interurbain avec les autres autorités organisatrices de transport de mon département, depuis le 1er janvier 2008, un tarif unique à 1 €. Quel que soit le mode de transport qu'on emprunte, sauf le TER. Qu'on fasse d'un boulevard à l'autre, c'est 1 €,
ou qu'on aille faire du ski à Isola 2000 ou à Oron à 90 bornes, c'est 1 €. Voilà, ticket unique. Et si on change d'autorité de transport, on fait un bord à bord et on garde avec le même ticket, on n'en prend pas un deuxième. Plusieurs fois, j'ai dit à Michel Vauzet, mais pourquoi on ne mutualise pas tout ça? Pourquoi celui qui prend une carte d'abonnement dans une autorité organisatrice ne peut pas l'utiliser dans toutes les autres autorités organisatrices, y compris celles de la région? On renforcerait le nombre de personnes et d'usagers qui utiliseraient les transports en commun, on serait plus efficace, et nous-mêmes, ça nous inciterait à investir, parce qu'il vaut mieux investir sur les transports en commun que sur le routier, c'est en tout cas ma vision des choses. Et pareil pour le ticket unique. Je n'ai jamais obtenu la moindre avancée. Jamais. Donc ce que nous ferons immédiatement, on va renégocier, puisque de toute façon la DSP arrive à terme au 31 décembre avec la SNCF. Mais nous ne négocierons que pour 3 ans, là où les socialistes veulent négocier pour 10 ans. Pourquoi pour 3 ans? Parce qu'il y a une opportunité d'ouverture à la concurrence au 1er janvier 2019. Et moi, si nous avons cette opportunité, je veux ouvrir à la concurrence. Car je sais que la concurrence est gage de meilleurs services rendus aux usagers. En Allemagne, l'ouverture à la concurrence a permis qu'il y ait une augmentation de 40% de fréquentation du ferroviaire en Allemagne. D'un autre côté, puisqu'on va renégocier la convention pour 3 ans, on va imposer les portiques, les caméras de vidéosurveillance, la protection, mais le renforcement aux heures de pointe de la fréquence et la ponctualité. Et la ponctualité, là où la région jusqu'à présent avait dit vous aurez un bonus-malus en fonction du fait que vous soyez à l'heure ou que vous ne soyez pas à l'heure, que vous ayez des jours de grève ou que vous n'en ayez pas, je dis, c'est pas à la région que ça doit revenir, c'est à l'usager lui-même. L'usager qui prend une carte d'abonnement pour 12 mois, ça a quand même un coût qui n'est pas négligeable. Et donc, chaque fois que quelqu'un sera sanctionné, je veux que ce remboursement soit adressé directement à l'usager. Ça mettra encore plus la pression sur la SNCF. Et enfin, pour les jeunes de 16 à 26 ans qui font des études, nous proposons, quel que soit le lieu où ils prendront leur carte d'abonnement, quelle que soit l'autorité organisatrice où ils la prendront, que ça leur donne un accès au transport à 1 € par mois. Quand on est étudiant, que malheureusement on n'a pas de pouvoir d'achat, que malheureusement on est souvent dans une espèce de misère, on propose beaucoup de choses pour les étudiants, financer leur mutuelle, ils ne se soignent pas parce qu'ils n'ont pas les moyens de pouvoir se faire rembourser tous leurs frais de santé, etc., etc. Eh bien, ça fait partie un peu de ce panel de tout ce que nous voulons distribuer aux étudiants pour leur permettre de faire leurs études dans de meilleures conditions, et notamment cette tarification sur les transports. Monsieur Estrosi, bonjour. À l'approche de la COP21, comment voyez-vous aujourd'hui le positionnement de la région en termes de développement durable et du nécessaire passage vers la transition énergétique? Et en quoi le programme que vous nous présentez aujourd'hui pourrait-il anticiper certaines préconisations qui seront prises dans les prochaines journées, on espère? Alors moi aussi, je l'espère. Cette COP21 me surprend beaucoup. Je ne sais pas si c'était le moment idéal pour la tenir. Elle mobilise beaucoup de forces de l'ordre, elle suscite beaucoup de réactions pour la place de la République l'autre jour. Et en même temps, il me semble qu'avec ce qui s'est passé le 13 novembre dernier, peut-être que nous avions à consacrer nos efforts à d'autres sujets prioritairement. Mais le réchauffement climatique est un sujet que de toute façon les nations ont le devoir d'aborder, et où chacun prend sa responsabilité. Mais quels sont ceux qui peuvent apporter les meilleures réponses? Les pays qui décrètent qu'on va limiter à 2% l'augmentation des températures, ceux qui disent, comme M. Hollande, qui dit, j'en parlais avec Maud Fontenoy hier soir parce qu'elle a participé à quelques travaux, elle disait, c'est un truc de dingue, tout le monde depuis 5 ans disait 2%, 2%, 2%, 2%,
Puis le président de la République française, d'un coup d'un seul, il dit « Ah ben moi je propose 1,5 ». C'est pas sûr où il se fonde. Pourquoi pas 1,3, 1,6, etc. Non, 1,5. Bon, simplement pour se distinguer des autres, en recevant tout le monde chez lui. Ok, mais après, quand vous avez décrété ça, qui règle le problème? Si ce n'est ceux qui innovent, si ce n'est ceux qui créent, ceux qui cherchent, si ce n'est les scientifiques. Ce n'est pas les politiques qui vont déclarer 2% et puis on va y arriver. Hein. Bon, il se trouve que nous avons une chance sur notre région, une double chance. À la fois d'avoir déjà des industriels extrêmement performants dans ce domaine, et en même temps un terrain de jeu pour eux, à titre expérimental, absolument prodigieux. Je dis toujours, avec notre sommet qui est à 4100 mètres d'altitude aux Écrins, où je me rendais encore cet été, et qui m'a permis de voir, parce que ça faisait 3 ans que je n'étais pas retourné, l'état de dégradation du glacier, et en même temps, bassin versant, on se retrouve dans la Méditerranée. C'est-à-dire qu'il y a 13 régions en France, mais il n'y a que la nôtre qui a ce profil. Je dirais qu'il y en a une qui nous ressemble un peu, au fond, c'est la Réunion au milieu de l'océan Indien. Bon. C'est-à-dire qu'avec la neige qui fond dans les lacs qui coulent dans les torrents dans les rivières dans les fleuves, qui alimentent leur nappe phréatique, et qu'en même temps nous cherchions à protéger la Méditerranée, et que nous cherchions à exploiter les ressources de la Méditerranée, on a tout pour travailler à la fois avec les entreprises comme Schneider Electric sur les smart grid, comme Orange et Cisco, qui ont déjà fait ça s'appelle un appareil expérimental qui permet sur le mix énergétique de voir comment ne pas avoir de perdition quand vous avez l'énergie nucléaire qui vous vient de Cadarache, d'accord, et qui est aujourd'hui notre source d'alimentation. Il y a 2 sources d'alimentation, c'est Cadarache ou c'est le barrage de Sisteron. Hein. Voilà. Et quand le nucléaire civil vient, si vous passez à un autre mode d'alimentation énergétique, vous savez que vous perdez ce que vous avez produit d'un côté et que vous récupérez de l'autre. Ce qui est important, c'est de ne pas perdre, c'est de réussir ce mix de la meilleure manière possible. Aujourd'hui, nous avons les industriels qui, seuls ici et nulle part ailleurs au monde, se sont fédérés sur un démonstrateur qui se trouve à Carrosse d'ailleurs, qui s'appelle NiceGrid, ou NiceGrid, et qui permet justement ce découplage. C'est-à-dire qu'en fonction de ce que vous arrivez à décrocher de l'hydroélectrique, du solaire parce que les conditions climatiques le permettent, de la géothermie, du compostage, de la valorisation des déchets, de la filière bois, puisqu'on a tout ça chez nous. Et demain, tous les potentiels sur lesquels on est en train de faire de la recherche avec des laboratoires d'EDF, de Veolia, de GDF Suez, etc., sur la houle marine ou sur les microalgues avec le laboratoire océanographique de Villefranche, par exemple, on sait qu'en couplant tout ça, nous pouvons passer de 3 à 33% de l'énergie produite sur nos ressources naturelles par rapport à l'énergie consommée. Sans compter que nous progressons beaucoup sur les économies parce que tout le monde devient de plus en plus vertueux, ou même dans vos bâtiments maintenant sur l'isolation, sur l'arrêt des ordinateurs, sur l'arrêt de l'éclairage, sur le LED, etc., etc., vous faites baisser votre facture énergétique et les particuliers en font de même. Et ERDF aujourd'hui qui est en train de faire les premiers quartiers de notre région équipés en compteurs Linky, qui permettent eux-mêmes, pour ceux qui se dotent de panneaux solaires par exemple,
de pouvoir faire leur propre stockage et de faire le propre couplage en fonction de la situation climatique dans laquelle nous nous trouvons, sachant que nous sommes une région qui consomme beaucoup, parce que nous avons tourné beaucoup de climatisation l'été et beaucoup de chauffage l'hiver. Et donc c'est toute l'année, et même quelquefois plus l'été que nous consommons que l'hiver. Donc voilà pourquoi nous sommes une région où, avec le pôle de compétitivité Cap Énergie, dont le siège est à ITER, nous pouvons aujourd'hui, là aussi, soutenir des filières de recherche et de création d'emplois considérables et en même temps apporter notre contribution aux travaux de la COP21 aujourd'hui, mais tout simplement vendre demain des savoir-faire au monde entier qui nous permettront de les exporter, de déposer des brevets et de créer des filières d'emploi et d'apporter dans le commerce extérieur un retour sur investissement, sur notre PIB intéressant. Donc voilà votre question. Je veux vous dire que s'il y a bien un territoire régional par sa géographie, par son positionnement, mais aussi par les industriels qui sont déjà implantés chez nous, peut développer une filière extrêmement porteuse de croissance, c'est bien celle-là. Et alors là, je vais vous dire, la région y prendra totalement toute sa part, parce que passer à côté de ça, ce serait une erreur historique. Bonjour, je m'appelle Alain Ménardi, j'arrive de Nice et j'ai créé il y a 20 ans une entreprise dans un quartier difficile. Alors Christian, ce n'est pas une question que j'ai à poser, c'est un témoignage à faire. Une élection, c'est un programme, mais c'est aussi l'élection d'un homme et de sa personnalité. Et moi, je voulais vous dire et témoigner que sans journaliste, il n'y avait pas de journaliste ce matin-là. C'était un matin d'hiver, 8 h le matin. Mes collaborateurs s'empressent de venir me voir dans mon bureau pour me dire « Alain, le maire est là. » Le maire est là. 8 h le matin, dans un quartier difficile, alors qu'il fait froid. Eh bien, c'était Christian Estrosi qui venait voir le chef d'entreprise, d'accord, qui avait créé son entreprise dans un quartier difficile, pour savoir comment ça se passait au niveau du chiffre d'affaires, au niveau de la police, au niveau des agressions. Et ça, voyez-vous, c'est un témoignage qui non seulement m'a fait du bien, pour ne pas se sentir seul, même si je faisais partie d'un grand groupe, mais également mes 40 collaborateurs, y compris ceux qui habitaient et qui habitent le quartier difficile de l'Ariane, ont pu se rendre compte que, eh bien, en termes de responsabilité, chapeau ce jour-là à Christian Estrosi. Et moi, je voulais aujourd'hui, et je me suis déplacé exprès, avec l'espoir de pouvoir faire ce témoignage. Il n'y a pas que les programmes, il y a aussi la personnalité de l'individu. Voilà, je vous remercie. Je veux juste réagir à ça en tournant vers les journalistes qui nous font l'amitié d'être présents aujourd'hui. C'est à eux que je m'adresse, pas aux chefs d'entreprise qui, pour beaucoup, me connaissent. Je sais très bien comment, depuis 20 ans, je n'arrive pas. C'est difficile. Dans un contexte national où on sait que Paris est un peu regardé comme un petit microcosme, ça n'est pas un reproche. Je sais que chacun fait son métier avec beaucoup de conviction et que chacun essaie d'être le plus juste possible. Et les visages des journalistes que je connais bien, qui sont ici et que je croise plus souvent à Paris que sur mon territoire, je les aime bien, je sais qu'ils sont justes et qu'ils essaient toujours de regarder la vie de notre société avec le regard le plus exact pour rapporter l'information. Et chaque fois qu'ils m'invitent sur un plateau de télévision ou sur une chaîne de radio, ils m'invitent avec une liste de questions qui ne portent que sur la sécurité. Parce que c'est comme ça, on s'est forgé une espèce d'idée, peut-être parce que j'ai appartenu, avant de devenir ministre de l'Industrie, pendant près de 15 ans à la commission des lois à l'Assemblée nationale, comme celui qui consacrait l'essentiel de ses travaux à cela et à ses propositions à cela. Donc j'étais l'Estrosi sécuritaire. Et l'Estrosi sécuritaire, forcément, pour certains, sécuritaire égale excessif. Et puis,
La réalité, c'est que quand on a une ministrie d'une grande collectivité et qu'on est sur cette terre, vous savez, si on n'est que ça, on ne peut pas être réélu avec les résultats qui sont les autres. Ça ne marche pas. Et voyez, Alain Ménardi fait partie de ces chefs d'entreprise que j'admire depuis le premier jour. Quand on a fait la zone franche de l'Ariane, Alain a eu le courage de s'y installer. Et pourtant, installer un grand groupe dans la commercialisation de produits issus du BTP, comme il le fait, dans un quartier comme celui-là, avec une aussi mauvaise réputation, il fallait beaucoup de courage. Et donc, Alain est pour moi un modèle qui m'a permis de montrer que dans une ZEP et dans une ZUS, une zone urbaine sensible, je déteste ces sigles, je ne rêve que d'une chose pour mon pays, c'est qu'un jour il n'y ait plus de ZUS et il n'y ait plus de ZEP, ça veut dire que nous aurons réussi une mixité qui fasse que tous les territoires soient respectés à égalité, mais en tout cas les choses sont ainsi. On a réussi à avoir cette zone franche. Et dans cette zone franche, Alain, en même temps, aurait pu dire, bon, je me suis installé là, peut-être parce qu'il y a un peu de défiscalisation, et il ne l'a pas fait pour ça. On aurait pu le penser s'il avait fait venir ses salariés d'ailleurs. Mais quand j'ai vu qu'Alain avait recruté 90% de ses salariés sur une entreprise qui compte combien de salariés, Alain? Une cinquantaine. Une cinquantaine de salariés. 90% de ses salariés chez des gosses de cette ZUS, chez des gosses désœuvrés, chez des gosses déscolarisés, chez des gosses paumés. Je me suis dit, c'est vraiment le magnifique modèle pour apprendre le vivre ensemble et donner l'envie de se hisser dans l'ascenseur social à proposer et à monter. Et donc voilà pourquoi Alain est pour moi une belle référence. Et donc je comprends ceux qui me regardent d'une manière et qui ne veulent pas changer leur regard. C'est amusant. Il y a un an de cela, j'étais invité au supplément Canal par Maïtena. Et donc on m'a envoyé une équipe très sympathique. Et à peine arrivé à Nice, ils m'ont dit on reste 3 jours avec vous, on ne lâche pas nulle part. Bon, et alors ben, on veut un programme. Et visiter votre centre de supervision urbain. Vous voir tourner avec la police dans la rue. Vous voir vérifier si les caméras de vidéosurveillance tournent bien. Vous voir comment s'appliquent vos arrêtés anti-regroupement, etc., etc. Je suis d'accord, mais vous savez, vous venez dans une grande ville, on ne fait pas que ça. Hein. On fait d'autres trucs. Ah non, non, mais ça ne nous intéresse pas. On ne veut pas savoir. Je dis, bon, bah, écoutez, je vous respecte, vous venez, vous demandez, ok. On va voir le CSU en premier. Puis il était déjà un peu tard le soir. Et je leur dis, bon, vous voulez rentrer à votre hôtel? Ils vous invitent à casser la croûte. Et ils me disent, bon allez, on va dîner, puis on rentre se coucher après. Et vous nous amenez où? Vous verrez, c'est une surprise. Et on débarque dans une rue qui s'appelle la rue Bonaparte, qui est un lieu qui s'appelle maintenant le Petit Marais. Ils se sont improvisés comme ça. C'était un lieu de non-droit il y a quelques années de cela. J'ai fait une frappe chirurgicale. On a refait le mobilier urbain, piétonnisé, éclairé, etc. Les enseignes pourries se sont remplacées les unes derrière les autres par de belles enseignes. Le logement est monté de 40 à 50% sur l'immobilier. Il y a des couples qui sont venus s'installer là, y compris venant de l'extérieur pour venir y passer leur week-end. Et c'est en même temps pour les Niçois le lieu de fête tous les soirs à cet endroit où la plupart des établissements sont tenus par la communauté gay, mais où en même temps c'est le lieu de fête pour tous les Niçois. Et on arrive dans cette zone piétonne, tout le monde se lève des terrasses. Ah, Christian, on peut faire un selfie, on est content de te voir avec nous, c'est sympa d'être dans le quartier, nanana. Et le patron d'un bar qui m'embrasse ici, l'autre qui me serre là-bas, l'autre qui me dit merci
On était embêté par les poteaux qui étaient plantés là, tu les as fait remplacer, c'est plus pratique pour stationner le camion de livraison, etc., etc. Et là, le journaliste, il est complètement éberlué, et il se dit non, mais c'est pas Estrosi ça. Ça fait 20 ans qu'on m'explique qu'il n'est pas comme ça, ce mec. Bon. Et il dit à son caméraman et à son père perchiste, son preneur de son, allez, ressortez le matos, je veux qu'on prenne tout ça. Et puis, à partir de là, la physionomie des 3 jours, qui était partie sur un sujet, elle a été totalement modifiée. Et donc, j'ai fait le supplément 8 jours après, et la tonalité du supplément était totalement différente de ce qui avait été programmé au départ. Donc, pardon, c'est pas le contexte, on parle d'économie, mais quand même, c'est un quartier qui a créé beaucoup d'emplois, notamment dans le tourisme, énormément d'emplois, ça compte un peu quand même. Alors, aujourd'hui, ma ville est classée gay-friendly, on est 5 étoiles à Tétu, etc. Et nous sommes, après Paris, la ville où je célèbre le plus de mariages pour tous en France. Bon, donc, voilà, je ne vais pas m'en cacher, je ne vais pas dire autre chose. Simplement, je profite de votre présence pour vous dire que priorité, bien évidemment, pour le président de la région, la croissance et l'emploi, et ça en fait partie, mais en même temps, le respect de l'homme, de la femme, de l'enfant, à tous les niveaux, donner sa chance à chacun, quelle que soit sa condition sociale. Et je n'ai jamais administré mes collectivités autrement. Voilà pourquoi je vous le dis, ça me ferait tellement, terriblement mal au cœur, ça serait tellement, pour moi, une imposture, qui ferait même que je douterais de la raison de continuer à s'engager dans la vie politique et dans la vie publique, si cette région tombait entre les mains du Front National et de quelqu'un qui refuse de subventionner le planning familial dans notre pays. Je le dis parce que pour moi, me dire, il y a des gens qui font, il y a des acteurs, il y a des gens qui créent, il y a des gens qui aiment, il y a des gens qui sont aux côtés des uns et des autres, que ce soit dans le monde de l'entreprise, qui sont proches de leurs salariés. Je connais des patrons qui ne se payent pas à la fin du mois pour pouvoir boucler les salaires de tous leurs salariés, parce que ce sont aussi des réalités. Je connais des artisans qui ont tant de mal aussi à finir leurs échéances, à boucler quand ils reçoivent leurs charges, et qui pourtant s'accrochent, cherchent des solutions. Et il y a en même temps beaucoup d'injustices qu'il nous faut encore régler. Et donc ce combat pour moi aussi est l'occasion, par l'économie, par la croissance, parce que je crois que nous réglerons les problèmes sociaux, la compréhension entre chacun, la lutte contre les communautarismes sous quelque forme qu'ils soient, que par la croissance et l'emploi, et par donner un boulot à chacun dans notre région. Voilà pourquoi je crois que l'économie doit être au-dessus de tout, parce que c'est par l'économie que vous réglerez les problèmes d'insécurité, les problèmes de relations sociales, que vous casserez les communautarismes et que vous donnerez l'espérance à chacun de pouvoir se hisser dans l'ascenseur social. Voilà pourquoi c'est pour moi le numéro 1 dans cette campagne économie et emploi. Et cette réaction d'Alain Ménardi était pour moi l'opportunité aussi de vous le dire. Alors, dernière question, parce que comme ça, on aura le plaisir Alors, je représente de finir. aujourd'hui le pôle solutions communicantes sécurisées. Donc, je vous remercie d'avoir appelé l'implication que nous avons sur l'ensemble du territoire de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. J'aimerais savoir aujourd'hui quel rôle vous souhaiteriez voir les pôles de compétitivité tenir dans votre stratégie économique pour la région PACA. Alors, ce que j'ai fondé, c'était au SIAT du 12 juillet 2005. 72 pôles de compétitivité dans notre pays. J'ai réussi à en décrocher une dizaine pour notre région. Les débuts ont été un peu compliqués parce qu'il y avait plusieurs fonds de financement et plusieurs guichets. Et ça m'a démontré à quel point c'était compliqué quand il y avait plusieurs guichets. Voilà pourquoi dans tout, le guichet unique est essentiel.
Et donc, j'ai vu au bout de 2-3 mois un certain nombre de responsables de pôles de compétitivité à douter. Et là, je me suis battu pour qu'il y ait un fonds unique intergouvernemental, le FUI, qui fait que tous les pôles de compétitivité déposent leurs projets d'innovation et de financement, retenus par le FUI dans un seul groupe de travail. On a la réponse assez rapidement, et à partir de là, on sait qu'on peut y aller. Si ce n'est que le FUI ne finance pas la totalité du projet d'innovation. Et que le deal, c'est que quelque part, la collectivité, comme la collectivité décideuse en matière d'économie, c'est la collectivité régionale, doit tout de suite s'aligner aux côtés du FUI pour compléter. Aujourd'hui, c'est souvent complété par les départements, par les intercommunalités quand elles ont une dimension qui le leur permet, pas par toutes, mais par certaines, et la région est absente. Vous le savez. Et pourquoi la région est absente? Parce que la région s'est dit, au fond, on va faire notre petit modèle qui s'appelle les PRIDES, c'est-à-dire un espèce de saupoudrage. Donc quand on fait le bilan de ce qu'ont sorti les PRIDES en matière d'innovation, c'est 1 pour 10 000 à côté de ce qu'ont fait les pôles de compétitivité. Donc je veux recentrer tous les moyens qui sont dédiés à l'innovation exclusivement aux côtés du FUI sur les projets d'innovation des pôles de compétitivité. Tout simplement parce que plus je donnerai les moyens aux pôles de compétitivité plutôt que d'avoir un projet d'innovation par an, ou tous les 2 ans, ou tous les 3 ans, mais plutôt que de leur en donner 3 ou 4, et plus nous donnerons à notre région forcément de sortir le Graal qui nous permettra, en termes de croissance, là aussi, d'avoir des résultats spectaculaires. Voilà. En tout cas, je vous remercie de votre patience, d'avoir fait le travail et d'avoir partagé cette information avec nous.